Pour cette édition de Centifolia, on n'a pas souhaité parler d'intervenants ou de speakers. On a parlé de inspirers, des inspirateurs, des gens qui sont là pour nous inspirer. Pourquoi? Parce que si eux, comme moi, sont sur scène, ce n'est pas parce qu'ils sont importants, c'est parce que vous, les pionniers, c'est vous qui êtes importants. C'est parce que c'est ce que vous allez pouvoir faire par la suite qui importe. Donc on est là pour vous inspirer. Et après ce duo de choc, je suis heureux maintenant de vous présenter un trio de choc pour nous parler de ce monde qui change. Parce que si notre monde change, nous ici, on peut s'en réjouir. Tout le monde ne le ferait pas nécessairement. Il était dit à un proverbe chinois, quand souffle le vent du changement, il y a certains qui érigent des murs et d'autres des moulins à vent. Je pense qu'ici, on est de ces derniers. Et donc ces changements, on les veut et on veut les accélérer, mais dans le bon sens. Sinon, justement, on risque de se prendre le mur de l'autre côté. Et donc ce soir, pour évoquer ce monde qui change, pour nous donner leur vision de ce monde, on va vous présenter trois personnes très inspirantes. On va commencer, pour ouvrir le bal, avec la voix d'un dirigeant. Anciennement directeur général d'Hermès International, actuellement professeur à ESCP et, pendant son temps libre, on va dire, président du conseil de Petits Bateaux. C'est un homme qui connaît très bien le monde du luxe, qui va nous partager ce soir sa vision du luxe et du rôle des marques dans un monde qui change. Merci d'accueillir Monsieur Christian Blancard. Ben, je vais vous dire, je ne connaissais pas Centifolia, mais je suis quand même assez surpris. Hein. C'est quand même pas triste. Inspirant, j'aurais jamais la prétention de dire cela de moi-même. En fait, ce que je voudrais ce soir, c'est juste vous faire partager plutôt quelques réflexions de fond qui sont les miennes, pas forcément celles des autres, sur ce que j'ai appris ou ce que je crois être important pour l'avenir quand on dirige une entreprise et qu'on est dans ce monde économique qui est le mien. Au fond, je me suis toujours posé deux questions, trois même. La première, c'est qu'est-ce qui fait le progrès? Qu'est-ce qui fait qu'on progresse? Quelles sont les manifestations du progrès dans une collectivité, dans les affaires, par exemple, dans une maison, dans une entreprise? Qu'est-ce qui génère l'innovation? Parce que l'innovation, ça se gère en termes de processus pour y arriver. Et la troisième question que je me suis toujours posée, c'est comment est-ce qu'on fait pour motiver les gens? Comment est-ce qu'on peut les rendre plus performants parce que ce qu'ils font les intéresse? Comment est-ce qu'on fait pour vraiment les convaincre? Et là, je rejoins totalement ce que vient de dire le maire de Grasse, que j'avais pas le plaisir de connaître, mais j'ai trouvé que ce qu'il disait était formidable. Il y a bien sûr que c'est pas que l'argent. Il y a l'argent. Je suis pas du tout dans la naïveté. C'est pas mon métier. Mais il n'y a pas que l'argent. Il y a beaucoup d'autres choses. Et je voudrais commencer, avant d'exposer ce que je crois être les tendances du futur, à vous dire que moi, au fond, personnellement, j'ai été élevé dans une logique qui n'est plus la logique d'aujourd'hui, c'est vrai. J'ai été élevé dans un moment où il n'y avait pas de changement de logique. C'était ma génération, où il y avait la prédominance de la valeur travail. L'homme dévastait volontiers son environnement. On n'a pas du tout été éduqué dans l'optique de la préservation de la nature. C'est un sujet qu'on n'a jamais entendu. La vraie vie, deuxièmement, c'était plutôt le salut individuel et pas du tout l'intelligence collective.
Le bonheur était pour beaucoup plus tard. Hein. On a appris ça très jeune. Troisièmement, j'ai été élevé dans la domination de la raison pure, Kant, et puis l'ère Meiji au Japon, la raison d'abord. Et enfin, on m'a toujours enseigné que c'était l'utilité qui comptait. L'utilitarisme en premier. Les Grecs auraient dit que Prométhée symbolisait l'effort et Dionysos le plaisir. J'étais du genre à avoir reçu les leçons de Prométhée. Et puis il y a un changement de paradigme incontestable, un changement de cap que je vois physiquement constamment. Et pour moi, il y a 5 éléments dans ce changement de cap. Il y a d'abord le goût de la liberté qui change fondamentalement nos rapports dans les entreprises. C'est pas seulement parce que le mur de Berlin a été abattu, mais aussi parce qu'on fait la fête. Il n'y a qu'à voir les bistrots remplis de jeunes. Il n'y avait pas ça. Bon. Les gens ont un appétit de l'existence qui est renouvelé. C'est paradoxal dans un monde du reste où il y a tant de chômage et tant de difficultés. En même temps qu'il y a ces difficultés, je note partout sur la planète, et Dieu sait que j'ai voyagé autour du monde et je continue à le faire, un appétit de l'existence partout, même dans les situations les plus difficiles. C'est vraiment le présentéisme qui se manifeste partout. Les philosophes appellent ça le carpe diem, mais soyons simples, c'est le goût du présent. C'est deuxièmement le goût de l'éphémère. On a besoin d'éphémère, et j'ai rencontré tout à l'heure mon ami Jean-Claude Héléna, qui est du reste de Grasse, et qui connaît bien cette réflexion philosophique sur l'éphémère. C'est le souvenir inoubliable de l'instant. Seul le présent est éternel. Le présent est fondamental, en raison de la crise surtout, du reste, qu'on a évoquée, mais qui est véritable. Crise de régime au sens mondial du terme. On a besoin d'éphémères personnalisés. On a besoin d'être soi-même. C'est mon iPad, c'est mon iPhone, c'est mon parfum. Troisièmement, jamais on a autant valorisé le corps. C'est une évidence au Japon, c'est une évidence en Chine, en Inde, partout. On ne vieillit pas. On veut des formes fitées. Quatrièmement, on a envie de s'amuser. J'en ai parlé tout à l'heure dans le cadre de la liberté. Mais ça va plus loin. C'est la culture de l'onirique dans les entreprises. On a envie de rire. On a envie de donner de la force à ce qui est onirique. Alors, c'est la force à ce que sont les formes. C'est la force à ce que sont des goûts. C'est la force à ce que sont des odeurs. Et le dernier point que je remarque alors vraiment partout, c'est le besoin de générosité, mais pas de dons. C'est plus subtil et plus compliqué. C'est de la générosité vis-à-vis des clients. C'est des actes généreux vis-à-vis des gens qui souffrent, mais discrètement, pudiquement, parce que dans les entreprises, c'est une générosité pudique dont on a besoin, mais qui est très ressentie. Et en fait, nos marques, toutes les marques, et en particulier évidemment dans les marques dites de luxe, je ne sais pas si ce mot a un sens, il n'y en a pas beaucoup en fait, mais les marques, disons, à caractère intemporel, ou les marques fortes, les marques qui comptent, les marques patrimoniales, les marques familiales, et puis les grandes marques, elles s'inscrivent dans ce nouveau paradigme. Et ce qui me frappe, c'est que les marques qui étaient occidentales, avec toute cette philosophie occidentale qui est dépassée, deviennent orientales, à l'opposé de la seule fonctionnalité. Les marques introduisent la nécessité de faire rêver. Elles le sont en fait plus féminines que jamais. C'est extrêmement intéressant, cette espèce de besoin de sensualité quasiment féminine qu'on trouve chez les femmes et qu'on retrouve chez les marques. Les clients veulent ça, les hommes, les femmes. Comment s'inscrire dans cette nouvelle sensualité ? Comment capter et retenir l'attention ? Comment abandonner la vision simpliste du monde, de la maîtrise du monde, des clients, de leur connaissance, en intégrant une part de rêve, de gourmandise et d'imaginaire
qui fera la différence. Car la question fondamentale qui se pose dans la compétition internationale, car elle existe, on ne va pas la nier, on n'est pas dans un monde facile. Comment faire la différence? Quand on vend des centrales nucléaires, quand on vend des voitures, quand on vend des parfums, comment faire la différence dans un marché mondialisé? Certains ont su le faire, qui ont généré une créativité très forte. Certains ont su le faire en s'appuyant sur des bases solides qui sont les leurs. Je crois que plus que jamais, il faut prendre conscience de son histoire, et ça donne une impulsion et formidable à tous les jeunes qui veulent créer leur histoire, donc raconter son histoire, sa saga, sa vie, sa façon de voir les choses, et s'inscrire ainsi dans une nouvelle logique qui dominera dans les années qui viennent, qui est la logique de l'offre, à l'opposé de celle qui m'a nourri, qui est la logique de la demande. Je crois que là, on est vraiment sur une stratégie claire. J'ai vendu très longtemps personnellement des machines à laver, des téléviseurs couleur. Je savais combien je pouvais vous en vendre, parce que je savais que vous ne pouviez pas en avoir plus de 2 machines à laver. En général, 1. Mais depuis que j'ai appris qu'on était dans des zones comme les parfums, par exemple, où il n'y a aucune espèce de logique en ce qui concerne l'analyse de la demande, parce que vous pouvez vendre à une femme autant de paires de chaussures que vous l'imaginez, dès qu'elle en voit une, elle en achètera. Donc vous vous dites, où est le potentiel? Il est immense, le parfum est dans cette logique-là. C'est mal, mais c'est comme ça. Heureusement qu'on fait des affaires, madame. Arrêtons de penser que nous sommes dominés par la demande et pensons maintenant que la vraie compétition est dans l'offre, à condition de comprendre que si la compétition est dans l'offre, jamais nous n'avons vécu une période plus difficile pour générer la créativité et l'innovation. Et puis, le monde n'est pas global. Nous apprenons chaque jour à décliner les marchés et à décliner nos marques en fonction des cultures. Au Japon, le luxe est rassurant, sorte de catharsis sur une plaie. On l'a vu au moment du tsunami et de Fukushima. Il est exigeant comme nulle part ailleurs sur la planète. Il n'accepte aucune faille. Il est un symbole suprême de la perfection. Sinon, il n'est pas luxe. Sinon, il n'est pas grande marque. En Chine, c'est tout à fait autre chose. C'est une définition presque opposée. Le luxe est un passeport. La grande marque est un passeport pour trouver des jobs. C'est une revanche sur la révolution culturelle. C'est un symbole de réussite sociale qu'il faut montrer vis-à-vis de ses pairs, P-A-I-R, et vis-à-vis de ses pairs, P-E-R-E-S, de sa famille et de ses collègues. Les marques, si elles sont trop globales, si elles prennent le monde dans leur globalité, elles n'attrapent pas les cultures locales, ce qui veut dire aussi que nous serons de moins en moins exportateurs, parce qu'on ne peut pas imposer notre logique aux autres, mais qu'on sera citoyen du monde avec notre histoire. Et j'en tire quelques conclusions de toutes ces réflexions très précises. D'abord, si on ne s'inscrit pas dans le nouveau paradigme qui arrive, après le paradigme précédent, après les logiques précédentes, on ratera effectivement la capture des marchés. On ratera l'intérêt que les clients nous porteront, c'est-à-dire les hommes et les femmes du monde. On s'inscrit donc obligatoirement dans une nouvelle logique, celle qui introduit la générosité, le partage, le respect absolu de l'environnement, le rêve, la joie, le ludique, la gourmandise, que sais-je. Toutes valeurs qu'on ne quantifie pas facilement, mais qui sont des clés. Deuxièmement, si on n'est pas citoyen du monde, c'est-à-dire que si on dirige nos affaires avec une seule culture, une monoculture, on ne peut absolument pas réussir. D'où l'importance de recruter des gens de l'international, d'autres cultures et d'autres pays, et de ne pas considérer, ce qui est un tort, que les états-majors doivent être entièrement français, entièrement américains
ou entièrement mexicains. L'avenir appartient à des états-majors plurinationaux. Pour comprendre. Troisièmement, la logique de l'offre suppose de donner à la création et à l'innovation une place plus importante pour montrer que tout est possible et qu'il n'y a pas de solution si on a des attitudes de gnou, chacun suivant l'autre. Il faut sortir des chemins. Il faut oser aller plus loin. Pour cela, c'est bien comprendre qu'on se situe dans une nouvelle façon de penser qui n'est pas celle dans laquelle nous avons été éduqués. Le quatrième point est un point d'alerte. Il n'y a pas de marque éternelle. Il n'y a pas de luxe éternel. Il n'y a pas de réussite éternelle. Tout ce que je viens de dire doit être complété par la nécessité d'avoir peur. Or, je suis frappé. Dans les entreprises, les gens qui s'installent dans des résultats financiers en général très bons, c'est le cas en particulier dans l'univers du luxe, où les résultats sont excellents, et tant mieux. Ils s'installent aussi psychologiquement dans une logique de succès, et ils se trompent. Si vous interrogez vos parents, ou même vos grands-parents, vous saurez que Schiaparelli a disparu, que Madame Gray est morte et bien morte, et que Madame Rochas a disparu. C'était des gens aussi célèbres que Dior ou Hermès aujourd'hui. On peut lasser plus vite qu'on ne le pense aujourd'hui, et de ce point de vue, il faut revoir notre rapport au temps. C'est-à-dire aller beaucoup plus vite. Les gens se lassent, il faut les surprendre. Il faut toucher le cœur des gens sur des questions d'intelligence, et je suis d'accord, de sensibilité collective. Sinon, comment expliquer que certaines marques très célèbres commencent à lasser en Asie? Comment expliquer que certains parfums dans des maisons formidables sont des échecs retentissants? Je n'oublierai jamais lorsque Guerlain a lancé un parfum qui s'appelait Champs-Élysées, avec un argent fou, ça a été une catastrophe totale, et bien naturellement, dès qu'on quitte son histoire, dès qu'on s'échappe de sa logique, dès qu'on s'échappe de sa vie à soi, et qu'on raconte une autre histoire qui est celle des autres, on ne réussit pas dans le monde d'aujourd'hui. Au final, je reprendrai volontiers l'idée que j'ai entendue tout à l'heure. C'est à une nouvelle éthique qu'il faut travailler. Je ne parlerai pas de morale, je n'aurai jamais cette prétention, mais d'éthique. On arrive à une époque où on ne peut pas, on se rejoint tous plus ou moins sur la qualité. On est en train de trouver des solutions à peu près sur l'objectivité, on se retrouve. Il n'y a pas tellement de différence entre les automobiles. Il y en aura de moins en moins. Les Français font des automobiles aussi bonnes que les Allemands. Et puis demain, les Japonais feront des choses, mais on sait aussi bien faire. Quant aux Américains, on n'a aucune illusion à se faire. On est souvent bien meilleur qu'eux, sur le plan technique, sur le plan technologique. Et puis tout se sait, y compris ce qu'on ne devrait pas savoir, si je lis les journaux ces jours-ci. Mais tout se sait. Et avec Internet, cet outil extrêmement intéressant et horriblement dangereux, et atrocement dangereux, eh bien, on ne peut rien cacher. C'est bien dommage. Parce qu'en même temps qu'on ne peut rien cacher, on n'a jamais eu autant besoin de mystère. Et croyez-moi, le mystère reviendra comme un élément clé d'une stratégie de marque. Mais aujourd'hui, où est le mystère? Il n'y en a pas. Alors, comment on se rejoindra sur la qualité? Comment on se rejoindra sur l'objectivité? Tout dépendra de notre capacité à générer le supplément. Je n'aurai pas la prétention d'indiquer ce qu'est le supplément. Mais est-ce un supplément qui touche le cœur? Est-ce un supplément qui touche l'âme? Est-ce un supplément qui touche les gens? Je ne sais pas. Est-ce aussi une manière de se comporter? Car les gens ne sont pas naïfs. Ils savent très bien qu'il faut réussir. Les résultats, ça compte, les résultats financiers. Ils savent très bien qu'il le faut, que c'est un gage de liberté et de succès, et qu'il faut employer des gens. Tout le monde le sait. Donc n'allons pas dans la naïveté de cette nature. Par contre, ayons la naïveté de penser qu'il y a beaucoup plus que ça. Ainsi,
allons-nous entrer dans une nouvelle audace, une nouvelle façon aussi de servir les gens, une nouvelle définition du service, vers une nouvelle définition de la séduction. Et le défi, finalement, si j'avais à résumer en venant ici et en vous écoutant, je me suis dit, quel est au fond le défi central qui se pose à nous et qui se pose aux politiques aussi, parce qu'à nous tous. C'est pas seulement d'utiliser la douceur et la capacité de dialogue par opposition à la force et à l'investissement massif des choses. Non, c'est pas ça l'aventure. C'est pas seulement d'avoir de la capacité à investir ou à recruter. Le vrai défi, ça sera de se faire comprendre et de se faire aimer. C'est un défi simple, c'est un défi qui touche toutes les marques, c'est un défi très difficile. Et je crois que pour y arriver, l'erreur suprême, serait de croire à la politique du compromis permanent. Serait de croire que le consensus ou la position médiane, finalement, tendant à faire plaisir un peu sur la planète, je vais faire des produits pour l'Inde, des produits pour le Japon, m'adapter à ceci, à cela, ça serait une erreur suprême. La clarté, l'audace, les positions nettes, les positions réfléchies, au fond du cœur, au fond de soi-même, son histoire, sa personnalité, ce sont les réponses.